Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons balayer l'actualité, notamment l'actualité politique, en compagnie de Jean-Charles Lajoigny. Bonjour. Bonjour. Éditeur. Eh oui. Et avec un nouveau livre qui s'appelle Linwood Miller. Voilà, Pas de printemps pour Ellie. En fait, c'est le tome 2, c'est le deuxième opus des aventures de ce héros, Linwood Miller, qui est un ancien des forces spéciales installé dans les Pyrénées. Très bien. Ah, c'est ouais. bien. Ah bah oui, on n'est pas tout à fait dans la Creuse, mais enfin bon. De Sandrine Roy, donc. Voilà, et c'est tout à fait passionnant. Voilà. Très bien. Je vous conseille. Stéphane Manson, bonjour. Bonjour Patrice. Toujours professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vice-doyen? Non, vous avez été doyen. J'ai été doyen honoraire, Patrice. Doyen honoraire. Ex-doyen. Non, honoraire. Ah bon, c'est mieux. Je croyais que vous étiez repris des fonctions. Non, Oui, mais très très modeste, sans aucun titre, Patrice. Vous connaissez là mon humilité. juste, voilà, l'humilité. Jean-Baptiste Duclercq, bonjour. Bonjour Patrice. Toujours maître de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et notre invité, Nathalie Apozirev, bonjour. Alors, bonjour ravi à de vous recevoir. Alors, vous êtes député de la 6e circonscription des Yvelines, député LREM, La République En Marche, on dit comme ça maintenant. Hein. Absolument. Vous avez été élu en mai dernier. Alors, d'abord, je vais vous offrir le livre. Merci beaucoup. Vous allez vous régaler. Jean-Charles n'était pas au courant. Oui, alors, oui, si elle ne l'aime pas, c'est embêtant pour vous. Non, mais un polar, c'est ça, c'est Absolument. un polar, c'est toujours plaisant à lire. Oui, il y a de Ça nous change. Il y a de l'aventure, de l'amour, du suspense. Voilà, tout. ça nous changera Oui, ça nous changera la du budget. Et du budget. Là, vous êtes en pleine discussion budgétaire, hein, c'est ça? Absolument. Et donc, avec Des nuits courtes, non? mes collègues, des nuits courtes, effectivement, on revoit tous les amendements parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, ce que certains disent plutôt, les députés LREM proposent de multiples amendements. Après, il y a un tri qui se fait en ce moment entre nous et on ne gardera que les plus pertinents et ceux qui sont vraiment cohérents avec le projet aussi du gouvernement que l'on a soutenu durant la campagne et bien sûr dans lequel on s'inscrit entièrement aujourd'hui. Et donc, voilà, on est en pas un train de parti de Bouillot, formuler vous voulez dire. notre... Exactement. Hein? On est en train de formuler nos positions. Il y a des divergences qui s'expriment sur certains points et c'est très bien, c'est très vivant. On va en parler justement parce qu'on voit bien qu'il y a peut-être deux courants d'ailleurs dans la République En Marche, mais peut-être un mot quand même comme ça, ça fait maintenant 4 mois que vous êtes élu, donc vous avez fait vos premiers pas à l'Assemblée. C'est comment? Vous diriez que c'est excitant, c'est exaltant, c'est fatigant? Exaltant, c'est le mot. C'est un changement de dimension lorsque l'on vient de la société civile. On passe de l'autre côté de la barrière. Mais ce qu'il y a d'intéressant justement, c'est de pouvoir valoriser son parcours personnel. C'est ce qui donne cette richesse, du débat et du dialogue entre nous. Déjà, députés de la majorité, c'est la diversité de nos origines. Et donc, par exemple, moi, j'ai travaillé. Alors, vous êtes 25 scientifique. Ans, voilà, scientifique de formation, ingénieur. Donc, j'ai travaillé 25 ans dans de grandes entreprises. Et ensuite, j'ai enseigné pendant 4 ans. Vous avez enseigné, et oui. donc là, c'est ma 3e vie. Voilà. Vous avez été occupé aussi de commerce extérieur? Absolument, j'étais conseiller du conseil extérieur, étant donné que j'ai passé une grande partie de ma carrière à l'international. Et en Chine, notamment. J'ai été expatriée en Chine pendant plusieurs années. Ouais. Et là, vous êtes à la Commission de la Défense nationale? Tout à fait, Ouais, donc sur des domaines régaliens, mais ce qui ne m'empêche pas de porter d'autres dossiers comme celui de l'apprentissage, la revalorisation de la filière professionnelle, de m'intéresser aussi à faire en sorte que certains handicaps soient mieux pris en compte dans la société. Donc si vous voulez, on a nos activités de commission, plus les sujets dont on veut se saisir. D'accord. Est-ce que vous voyez le président souvent alors? Il paraît qu'il reçoit les députés, le président de la République, bah oui, le seul, l'unique. Moi, je dirais Il y a le plutôt président du notre, groupe, mais le président du groupe, elle le voit plus souvent, forcément. Notre interlocuteur privilégié reste le Premier ministre, et je trouve Ouais. que c'est très bien comme ça. Il y a quand même une distance de fait avec le président de la République, et en revanche une proximité très très grande avec tous les membres du gouvernement, les ministres et le Premier ministre qui vient nous rendre visite très régulièrement, presque toutes les semaines, pour que l'on mette à plat la feuille de route, si vous voulez, suivie par le gouvernement, et que nous, on puisse poser toutes les questions que l'on veut. Et ça, c'est vraiment en dehors, bien sûr, Donc, des c'est très questions au ouvert. gouvernement, dans l'hémicycle. Nous avons nos réunions
voilà, qui nous permettent d'exprimer parfois des interrogations et chercher des éclaircissements. Un mot sur votre Très bien. engagement. Enfin, vous êtes venu, vous disiez, vous avez une vie avant la politique. Vous êtes engagé donc, dans la campagne d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement ? Bien, écoutez, moi j'étais toujours bien sûr intéressée par la politique, avec des velléités d'y rentrer, mais en étant dans la société civile, c'était quand même difficile. Je me suis inscrite j'ai participé, si vous voulez, aux réflexions de think tank, donc de groupes de réflexion qui soient de centre-gauche ou de centre-droit. Voilà, sans trouver vraiment le positionnement adéquat, qui est plutôt effectivement libéral et social. Et quand Emmanuel Macron a partagé sa vision, moi ça a correspondu tout à fait à mes attentes. Donc je me suis tout de suite mobilisée avec des centaines de milliers de marcheurs pour porter la campagne présidentielle. Ensuite, j'étais également très intéressée par la question du pouvoir, de la présence des femmes dans les lieux de pouvoir. Oui. Donc, quand il s'est agi de poser sa candidature, je n'allais pas reculer au dernier moment. Oui. Donc, je suis allée Et c'est vrai que la c'est vrai fleur que au fusil avec ma candidature en disant mais on verra bien si effectivement mon profil peut intéresser. c'est vrai que le visage de l'Assemblée nationale a changé considérablement avec notamment les dernières avec, élections. Il s'est féminisé notamment. Notamment avec la participation de gens de différents horizons, d'âges différents et de beaucoup de femmes. Alors, justement, vous disiez, j'étais intéressé par Macron. Macron, c'était et droite et gauche, enfin, plus que ni droite ni gauche, c'était droite et gauche. Là, on voit un certain nombre de critiques. Il y avait par exemple un article du Monde récent qui disait le gouvernement cherche une voie de gauche, et un certain nombre de critiques qui disent le curseur va plutôt à droite avec... alors, il y a eu les aides au logement, il y a eu le budget, la suppression de l'ISF. Vous vous sentez à l'aise là-dedans ? Ou alors, justement, vous dites aussi, le groupe fait aussi des propositions, c'est peut-être aussi pour ça. Est-ce que le curseur va plus à droite ou plus à gauche, à votre avis ? Si vous voulez, nous sommes à l'aise par le fait que nous avons porté ce programme, et c'est un programme qui comporte différents volets. Donc, le volet numéro 1, si je puis dire, ça a été effectivement de libérer les énergies. Donc, le passage des ordonnances concernant la loi travail, qui sont là pour redonner essentiellement confiance aux entrepreneurs, parce qu'effectivement, il faut sortir de ce chômage endémique qui vient en partie du fait que notre société est bloquée et que les entrepreneurs ont des inquiétudes, et qu'il fallait donc ouvrir, donner une respiration, fluidifier certaines dispositions pour pouvoir donner confiance aux entrepreneurs. Ensuite, dans ce volet-là, bien sûr, il y a la question du budget. C'est un budget qui est cohérent, qui est cadré par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de rentrer dans l'épure des 3% de déficit qui sont un des critères de Maastricht, qui n'est pas le seul, mais qui Les critères de la sagesse budgétaire, surtout. Sagesse budgétaire, tout à fait. Et ensuite, nous passerons aux autres volets qui sont, et c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment, puisque hier, le président a réuni déjà les partenaires sociaux pour travailler maintenant sur l'élargissement des allocations chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage. Mais justement, il y a une chose dont on n'entend plus du tout parler. Le candidat Macron avait dit qu'il fallait réformer justement le Pôle emploi, qu'il fallait contrôler les chômeurs, éventuellement les radier. Enfin, il y avait qu'un chômeur à qui on proposerait deux postes intéressants et qui les refuserait serait radié, etc. On n'entend plus du tout parler de ça. Ah non, mais c'est ce volet-là et cette concertation, puisqu'on fonctionne par concertation, il y a vraiment quelque chose de très important aussi. Hein. On porte cet objectif de transformation, mais il y a la méthode qui est sous-jacente, qui est importante. Oui, donc la concertation s'ouvre en ce moment. C'est donc depuis hier, aujourd'hui, qu'on va pouvoir débattre des modalités. Vous savez, moi je reconnais que certains peuvent se poser la question, comment va-t-on financer cet élargissement des allocations chômage, comment ça va se traduire dans les faits par la radiation ou pas, au second refus. Donc, ces mesures-là vont être discutées de façon donc la radiation au second refus n'est pas
n'est pas repoussé au calendrier grec. Enfin, on va en reparler. Vous allez en reparler Ah vraiment. certainement, toutes ces modalités sont à, Oui, on n'est pas au bout. sont à discuter. On Là, est c'était le au travail. premier jour, Oui, voyez, ça, mais oui. on enchaîne effectivement. Et après, il va y avoir la formation, il va y avoir l'apprentissage, il va y avoir tout ce volet-là. Sur le, Stéphane et Jean-Baptiste, sur le côté droite-gauche, les signaux qui sont donnés en tout cas. Oui. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous vous sentez plutôt, vous avez plutôt le sentiment que la politique qui est menée par Emmanuel Macron est plutôt de droite, plutôt de gauche, etc., sachant qu'il y a effectivement dans le parti deux ailes qui sont quand même plutôt bien identifiées, ou est-ce que c'est une question qui vous paraît pas pertinente Non, ça me paraît pas vraiment pertinent parce que déjà, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait deux sensibilités bien organisées, enfin en tout cas certainement pas organisées, mais même identifiées, droite-gauche, pas du tout. Je trouve que au contraire, les députés de la République en marche se rassemblent tous sur les préoccupations sociales, et c'est ce qui nous a déjà réunis lors de la défense de ce programme, c'est qu'on a tous, je veux dire, quand même un idéal d'avoir une France, un pays harmonieux, équilibré. On ne peut pas favoriser les uns au détriment des autres. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est commun à tous les députés de la République en marche. Dans vos collègues, il y a beaucoup de gens qui viennent du PS, oui, d'anciens députés du PS. Tout à fait. Quand on dit, bon voilà, on ne va pas taxer les yachts, alors je sais bien que c'est un symbole, mais est-ce que ça passe facilement, ce genre de choses ou Ah non, mais il y a toujours Ferrand allait faire d'ailleurs. Voilà, il y aura certainement un amendement pour, comment dire, être en cohérence avec justement ces idées, ces idéaux que nous portons. Mais avant tout, nous sommes pragmatiques, si vous voulez. Donc, au programme, il était inscrit qu'on supprimerait l'ISF pour la partie des valeurs mobilières pour redonner de l'investissement, des capacités d'investissement dans les entreprises, puisque voilà, c'est important de s'accrocher à la relance économique. C'est bon pour le pays. Et donc, dans cet ordre de mesure, suppression de l'ISF, effectivement, les yachts, certains signes extérieurs de richesse étaient compris. Et on ne va pas refaire un impôt spécifique sur ces aspects-là. Donc, il s'agit de voir avec les taxes existantes. Et comment on peut équilibrer ? Comment on peut faire en sorte que des gens qui étaient taxés sur ces choses-là hier, sur les yachts, ne soient pas complètement affranchis, mais en jouant, vous voyez, sur des taxes existantes. L'idée, c'était de ne pas recréer un troisième impôt qui serait donc quelque chose, encore une niche spéciale. De toute façon, tous les yachts maintenant sont en train de partir en Italie et quittent la France. Je crois qu'il n'y a qu'un Français qui a un yacht de plus de 30 mètres. Voilà, donc, et puis de toute façon, les yachts ne viennent plus en France. Comme ça sera les yachts ils se déplacent en Italie. Acheter des yachts de 29 mètres. C'est le cas de le dire, c'est une tempête dans un verre d'eau, cette sorte de yacht, parce que vraiment... Non, c'est vrai, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Stéphane ? On a marre des symboles. Oui, sur ce positionnement droite-gauche, il faut peut-être encore un peu de maturation, parce que c'est vrai que la République en marche tente à dire je suis assez convaincu par ça, c'est un schéma qui a vieilli, etc. Alors plutôt que de vouloir calquer ce qui se passe aujourd'hui sur un schéma qui semble relativement dépassé, mais qui structure encore un peu quand même la vie politique française, et je pense pas qu'on puisse parier sur sa disparition, mais il faut un peu de temps, je pense, pour que l'opinion publique se fasse à cette nouvelle musique. Alors voilà, ça a été dit, c'est clairement social-libéral ou libéral-social. On marche de manière équilibrée sur ces deux jambes. Bon. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu déformé par un calendrier qui fait qu'il y a un certain nombre de mesures ? Alors, peut-être que je ne sais pas, peut-être que le calendrier a été choisi volontairement, ou peut-être qu'il est d'une certaine façon maladroit dans la communication. C'est-à-dire que les premières mesures vont plutôt... on parlait dans le droit social de flexibilité, flexi-sécurité. Là, on est plus dans la flexibilité, et la sécurité va peut-être venir dans le deuxième temps. C'est ce volet qui s'ouvre qui s'ouvre maintenant, oui. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que nous dans la temporalité, nous ne sommes pas du tout...
comment dire, ni surpris, hein, parce qu'on savait que le premier objectif, c'est libérer. Et là, on entre dans le chapitre, maintenant, le volet sécuriser les parcours professionnels, ça c'est certain, mais aussi renforcer l'aide aux plus démunis. Hein. Madame Buzyn va annoncer aujourd'hui un certain nombre de mesures, et effectivement, parmi lesquelles on parle, la ministre de la Santé, parmi lesquelles il y a des revalorisations très importantes de l'aide aux familles, je pense par exemple aux familles monoparentales. Donc si vous voulez, vous allez avoir toutes ces annonces-là ces jours-ci. Et je pense que c'est là où effectivement les Français vont pouvoir s'apercevoir que c'est complètement équilibré. Et c'est pour ça que nous, députés LREM, on est très à l'aise. Jean-Baptiste ? Oui, non, dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Alors moi, je pratique la planche à voile et on m'a toujours appris que pour remonter la bouée au vent, il faut nécessairement tirer des bords, hein, un coup à droite, un coup à gauche, et qu'on ne peut pas aller directement à la bouée. Donc là, je crois qu'effectivement, on peut quand même pas contester que sur le budget qui est en cours de discussion, l'axe qui est pris est plutôt un axe à droite dans la manière dont il a été pensé, parce que c'est une approche très libérale qui consiste à considérer qu'il faut un peu libérer les énergies, mais c'est surtout finalement aussi libérer les entrepreneurs pour créer les conditions de l'embauche, mais c'est une approche qui est complètement libérale. Et il sera intéressant de voir pour donc les mois qui viennent, si justement dans la dimension sociale qui est avancée aujourd'hui même, enfin en tout cas jeudi, par le président de la République, si un équilibre est trouvé justement, et si l'un dans l'autre finalement on a cette idée d'une synthèse entre la gauche et la droite qui a été promis par le président de la République. Ceci dit, je tiens quand même à préciser que le budget est voté pour un exercice, hein, pour une année, et que le budget est une loi extrêmement importante, qui a vocation évidemment à déterminer pour l'avenir les politiques publiques qui vont être menées. Donc c'est vrai que l'axe qui est pris à droite dans la manière dont le budget a été pensé va aussi rejaillir sur les politiques qui vont être menées, même si elles ont un volet social qui sera important. Moi, je ne pense pas que ce soit un budget de droite. Je pense que c'est un budget essentiellement responsable. Je pense que l'on doit aux Français d'avoir non seulement un budget sincère, hein, puisque ce n'était pas forcément le cas sur 2016. Vous savez, on a eu quelques débats sur ce sujet. Mais un budget non seulement sincère, mais surtout un budget responsable. On ne peut pas continuer à creuser la dette en augmentant le déficit. Je sais que les Français entendent tout le temps ces messages-là. Ça peut paraître théorique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est la pérennisation de notre modèle social. Vous savez que, par exemple, et c'est notre ministère de l'économie qui nous le disait, si jamais les taux auxquels la France emprunte augmentent, si on augmente d'un point, c'est la moitié du budget de l'éducation nationale qui part. Donc on ne peut pas garder une exposition telle. Donc là, c'est avant tout une histoire de responsabilité. On ne peut pas envoyer le pays dans des circonstances qui seraient effectivement dommageables, non seulement à l'État, mais aussi aux collectivités locales, hein, qui réalisent des emprunts. Il faut garder une faculté effectivement d'emprunter pour investir, mais pas pour se mettre en risque et ne plus pouvoir financer tout ce à quoi on tient, hein, c'est-à-dire ce modèle social qui protège les personnes hors de l'emploi, les familles. Donc je pense que ça, c'est un budget de responsabilité et pas un budget de droite. Ce qui compte, c'est la finalité. Mais encore une fois, ce ne serait pas une tare absolue de reconnaître d'être à droite, un budget de droite. C'est l'homme de gauche qui parle. Non, mais je trouve ça extrêmement choquant. D'abord, nous sommes tous citoyens d'une France dont tout le monde sait qu'elle est quand même globalement relativement à droite, un peu plus à droite. Comme le François Fillon l'a montré, c'est vrai. On le sait bien. Ne niez pas l'évidence, cher ami. Non, la France est là. Donc c'est pas une tare vraiment de dire on va faire un budget de droite. Et oui, alors. Non mais attendez, il pourrait y avoir un gouvernement de droite qui fait un budget de droite, personne ne trouverait redire. Non, mais là justement, la position d'Emmanuel Macron, c'était non pas ni droite ni gauche, mais et droite et gauche. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut à droite comme à gauche, pas de nous panique. Nous pouvons tout à fait employer ces mots droite et gauche, mais sauf que là, je pense que ça ne s'appuie pas, ça ne s'applique pas à la caractéristique du budget. Mais en tout cas, n'ayez pas honte. Mais il n'y a pas de... Soyez à droite, libérez-vous. Ah mais non, mais on est tout à fait libre et on prend les bonnes idées de droite comme de gauche. En fait, il est plus gênant que quelqu'un qui critique. Non, mais
Non, soyez à droite, n'ayez pas Non, mais la droite décomplexée. Absolument. C'est-à-dire, on peut faire. Il y a des bonnes idées à droite. Il y a Non, de temps en temps des bonnes idées à gauche. Je veux dire, Mais prenons-les. si je peux me permettre encore un mot, c'est qu'on voit ça à l'aune aussi du paysage franco-français. Mais si vous voyez partout en Europe, les lignes que vous qualifieriez droite-gauche, conservatrice, libérale, elles sont en train de bouger. Donc ça montre bien qu'on n'est plus sur ce qu'on appelait peut-être traditionnellement la gauche, la droite en opposition systématique. Vous voyez, c'est le centre décomplexé qui ne vous convient pas. Mais moi, ce qui ne me convient pas, moi, c'est l'establishment journalistico-médiatique. Attention à cette Non, rhétorique, mais qui est persuadé qu'il n'y a de bonne voix que la gauche, que les bons sentiments. C'est fini, Jean-Charles. Macron et son gouvernement sont attaqués tous les jours dans tous les médias. Ah oui, c'est terrible, vous avez fait ça, vous n'êtes pas assez à gauche. C'est-à-dire, on n'a pas voté pour être résolument à gauche. Ça va, je veux dire, Macron a été élu sur son programme. Et pour mais il y a des gens des deux tendances qui ont voté. Pour une fois qu'il y a un président qui fait ce qu'il a dit, ce qu'il avait promis. Alors justement, ça c'est intéressant. Absolument. Ça c'est un vrai débat parce que, alors on voit bien, revenons à la loi travail, il y a eu d'abord un accueil des syndicats qui était plutôt relativement favorable, notamment FO, ce qui a pu surprendre un petit peu. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait eu des négociations préalables, etc., enfin, avec que les syndicats ont été associés à cette réforme, qu'ils ont obtenu un certain nombre de choses. Et puis, on sent un petit raidissement depuis quelques semaines. Même la CFDT, qui était plutôt prête à se mettre à table et à discuter, semble un peu plus critique. Et en même temps, la contestation sociale n'a pas l'air de prendre une ampleur extraordinaire. Comment vous voyez ces choses-là, justement ? D'une part, il y a une vie démocratique qui ne va pas se tarir juste par le fait que il y a un nouveau gouvernement en place. Effectivement, il faut commencer à discuter, à comprendre les positions des uns et des autres, et ça, c'est ce qui s'est produit au mois de juillet lorsqu'il y a eu cette intense série de négociations, discussions entre la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et les représentants sociaux. Et ensuite, on fait la somme de ce qui a été acquis, de ce qui n'a pas été acquis, et c'est normal, tout à fait normal, que les partenaires sociaux repartent à la charge. C'est la vie démocratique. Je pense que ce sera tout au long du quinquennat un fait qui va continuer, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et pour ce qui est du fait que ça ne prenne pas une grande ampleur dans le pays, je pense tout simplement que les Français ont appelé de leur vœu cette transformation du pays, qui est juste que c'est nécessaire, et donc finalement qu'ils voient que le gouvernement et Emmanuel Macron tient ses promesses, comme vous le disiez, monsieur, une à une, et que donc il n'y a pas de soucis majeurs. Au contraire, il s'en félicite. Et le rythme est assez rapide. On sait très bien qu'on n'a plus le temps de tergiverser, et que tout doit être lancé, je dirais, dans les 18 mois, pour qu'on en récolte les fruits sans plus attendre, et que l'on ne rate pas le train de la croissance. Alors sur la contestation sociale, ou l'absence de contestation sociale Moi, je trouve que c'est bien vu et bien ficelé par le gouvernement, peut-être avec un contraste assez fort avec ce qui se passait sous le quinquennat précédent, avec, on en parlait tout à l'heure, un tempo et un rythme assez stupéfiant, avec la loi travail qui intervient en extrême fin de quinquennat, alors qu'on savait pertinemment que ça représente l'archétype d'une loi de début de mandat, et pas de fin. C'est beaucoup plus difficile de réformer à la fin d'un quinquennat qu'au début. De parler de ce qui fâche, vaut mieux en parler dès le début. Et là, ça a été assez bien fait. Les négociations ont été, je pense, assez efficacement conduites pendant l'été, avec d'ailleurs des résultats. Vous le disiez, Force ouvrière, nous n'avait pas habitués
au contraire de la CFDT, a un syndicalisme aussi réformiste et aussi constructif que ce semble être le cas. Alors, il y a un raidissement, parce que je pense que les syndicats sont dans leur rôle. Mais une grogne de la base aussi, probablement. Oui, de la base, mais... Il n'y a pas foule dans les rues non plus. Et oui, il n'y a pas foule dans les rues. Mais d'un autre côté, en effet, il y a un essoufflement. Alors, on sait ce qu'est la vie syndicale en France au regard de ce qu'elle peut être dans d'autres grandes démocraties. Des syndicats extrêmement faibles et probablement aussi trop faibles pour conduire un dialogue social assez suffisamment constructif, en tout cas. Mais là, je décerne plutôt un bon point parce que je trouve tout cela bien joué. Attention, tu vires à droite. Ouais. Mais il n'y a aucune honte. C'est le centre décomplexé. Contre l'ISF et pour la taxation des retraités, hein, c'est ça. Voilà. Jean-Baptiste, là-dessus? Non, mais c'est vrai que les conflits sociaux se nourrissent en général du manque de légitimité du président de la République. On a un président de la République qui vient d'être élu sur un programme qui a été en tout cas assez clair. Il le met en œuvre, donc ça me paraît assez attendu que les conflits ne soient pas aussi importants qu'on puisse... qu'on aurait pu le croire, mais peut-être qu'à l'avenir, après, évidemment, ils grandiront au fur et à mesure de l'évolution supposée de la légitimité du président de la République sur toutes les questions sur lesquelles il s'est engagé. C'est vrai qu'on est habitué à ce que la légitimité présidentielle s'émousse au fil du temps, mais il y a peut-être un élément de sociologie politique qui est intéressant, c'est-à-dire que ce que vous disiez un peu, c'est-à-dire que est-ce que les Français en ont pas marre aussi des gens qui promettent et qui ne font pas, quoi? Et quels que soient après qu'on approuve ou pas, même après tout, est-ce qu'un président élu n'est pas là pour faire la politique qu'il a annoncée, même si on ne la partage pas? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans la société française, non? Hélas. Hélas, parce que... hélas hélas, parce que ce raisonnement, je trouve, il y a du vrai, mais il y a du critiquable, parce qu'il suffirait à ce moment-là, si vous voulez, de considérer que la démocratie est à éclipse, comme le dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire que tout est figé, cristallisé au soir du résultat du second tour, Ouais. tant pour la présidentielle que pour les municipales, d'ailleurs. Combien de fois ai-je entendu des élus locaux dire à leur conseil municipal: écoutez, vous n'allez pas nous embêter là-dessus, j'ai été élu pour appliquer cela, j'applique, et puis le verdict tombera dans 6 ans. Non. Peut-être pas de manière aussi radicale, en tout cas. Ce qui compte, c'est quand même la délibération. La démocratie, c'est un processus permanent. Vous parliez de la concertation. Non, mais qu'il y ait des concertations, c'est une chose. Oui, et de l'inflexion que le Parlement, que les députés, qui ont aussi leur légitimité, peuvent apporter à un programme qui n'est pas, fort heureusement, figé dans le marbre. Il ne faut pas oublier que la démocratie doit, elle aussi, marcher sur ses deux jambes, qu'il y a le suffrage d'un côté, mais il y a la délibération de l'autre. Et délibérer, c'est se mettre ensemble pour faire émerger la moins mauvaise solution possible, pas forcément dans le consensus, mais il faut vraiment que ça fonctionne. Non, j'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol de ces promesses non tenues, voilà. Absolument d'accord. Oui, Mais dans les quinquennats Bien sûr. précédents, on a bien vu des promesses qui étaient, ou d'une politique qui n'était pas tout à fait celle qui avait été annoncée, ou Bien des sûr. promesses, on va tout changer, tout chambouler, Bien et sûr. puis on ne fait pas grand-chose. Et puis on recule. Mais voyez, on recule. il y a aussi ce sentiment qui consiste à regarder négativement un pouvoir qui, très légitime, vient d'être élu et qui infléchit. On peut réfléchir, oui, non, tout à fait. Il faut réfléchir. L'inflexion et l'immobilisme. Absolument. Voilà. Mais Il y a une marge. Il faut être vigilant. hein. D'accord, Jean-Charles. Oui, absolument. Nous sommes d'accord. Donc vous vous sentez bien à l'aise. Absolument. Et puis vous pouvez tout à fait compter sur les députés Oui. de La République En Marche. Oui, ce que vous disiez, ça, il y a un ainsi que vrai travail parlementaire, quoi. Oui, tous les parlementaires, pour avoir toujours cette vivacité de dialogue, d'échange entre nous, et également pour le gouvernement, puisque la composition du gouvernement est assez variée aussi dans les compétences, dans le parcours de chacun, pour vouloir entretenir un dialogue démocratique vivant et vivace tout au long du quinquennat. Et ça, je crois que c'est vraiment un mérite que l'on peut reconnaître à ce gouvernement, qui en plus est très proche des députés. Donc on a vraiment des facilités pour échanger, oui, c'est très important. Comment ça se passe? Vous disiez, voilà, on voit souvent Édouard Philippe, hein, le Premier ministre, le ministre aussi, je suppose.
Est-ce qu'il y a des lignes, est-ce qu'on vous fixe, je sais pas, des lignes rouges à ne pas franchir sur des amendements, sur des réformes, sur des volontés que pourraient avoir les parlementaires? Alors, vous savez, s'il s'agit du budget, il y a toujours des lignes rouges qui sont plus ou moins tracées par Bercy. C'est normal, il faut avoir un budget équilibré. On ne peut pas mettre en péril par un amendement tout l'équilibre budgétaire qui serait engagé. Donc la ligne rouge est tracée, ça n'empêche pas les députés de dire « Ah oui, mais là j'aurais voulu avoir un peu plus dans ce sens-là ou un peu moins dans ce sens-là ». Et donc on va toujours chercher à négocier, à affiner, et surtout pas de façon justement technocrate, mais en cohérence avec nos idées et ce que l'on pense qui est bien pour le public, pour la nation. Jean-Baptiste, non? C'est-à-dire que oui, je suis assez étonné il n'y a pas du tout de malice dans ma question, mais que Bercy puisse justement vous donner aussi participer de la définition de cette ligne rouge. Un budget, effectivement, ce sont des recettes et des dépenses, mais après, dans la définition des unes et des autres, vous avez toute liberté, évidemment, pour créer les conditions de cet équilibre. Donc, je suis étonné qu'une administration puisse avoir une influence. C'est pas une ligne rouge en tant que n'allez pas au-delà, n'exprimez pas telle ou telle idée. C'est seulement qu'ils font un calcul. Je dirais, c'est les mesures Il faut rester techniques. On reste dans une épure. C'est purement technique. D'accord. Très bien. Mais justement, vous parliez des 3%, et j'ai l'impression qu'en 2018, on annonce à nouveau des dépenses et peut-être un dépassement des 3%, non? Ah non, pas du tout. Non. Au contraire, on passerait de 2,9, je crois, cette année à 2,7%. D'accord. Non, parce qu'il me semblait qu'il y avait des dépenses qui avaient été annoncées. Alors, on peut peut-être passer à l'opposition, parce qu'il y en a une. Il paraît, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui font parler d'elle. Ce qui fait que le président Macron peut dormir totalement tranquille. Entre le Front National et la France Insoumise, c'est le bonheur pour un président de la République d'être au milieu. Je veux dire, il n'a rien à craindre. C'est l'excès, la démesure, la folie des deux côtés, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Je veux dire, donc vraiment, mais vous passez sous silence un parti qui, pourtant, vous était un peu cher, c'était les Républicains. Pour l'instant, ils se reconstruisent, les Républicains. On voit bien qui va être son dirigeant, c'est Laurent Wauquiez. Enfin, je pense que le vote ne fait pas il n'y a pas de suspense. Avec un discours, il en a fait encore un jeudi soir, très à droite. Oui. Mais alors, encore une fois... Non, c'est pas une tare. Non, mais ça m'épate parce que, je veux dire, c'est très bien quand on est au Parti socialiste qu'on soit de gauche, et quand on est chez les Républicains, c'est normal qu'on soit de droite. Donc je ne vois pas ce procès en sorcellerie qu'on fait à Laurent Wauquiez en disant « mais c'est terrible, il est de droite ». Oui, s'il n'était pas de droite, il serait peut-être chez les Républicains, chez la République En Marche ou chez les Insoumis. Il est de droite, il a un programme de droite, il veut prendre un parti de droite et être une opposition de droite. Jusque-là, il n'y a rien de... Enfin, tout est extrêmement cohérent. Ensuite, ce que je trouve absolument incohérent, c'est une espèce de procès en sorcellerie. Wauquiez, qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais on l'accuse de tous les maux, avec des propos orduriers. Il n'y a qu'à écouter les chroniques qui lui sont consacrées sur France Inter, et on se dit mais pourquoi tant de haine, non, mais c'est absolument inimaginable. Pourquoi? Qu'est-ce que ce type a fait, à part dire je veux être président des Républicains, à part d'avoir pas choisi entre le premier tour, entre Marine Le Pen et enfin non, Macron. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus subtil. Expliquez-nous. C'est plus subtil. Et puis, je veux dire, si on commence à mettre au pilori tous les gens qui n'ont pas choisi, tous les gens qui n'ont pas choisi, exécutons Mélenchon. Oui, non, mais... mais on va parler de Mélenchon. On en parle beaucoup moins, je veux dire. Donc, voilà. On parle beaucoup de Mélenchon. Oui. Mais, non, comment vous voyez, vous, alors, comment ça se passe, l'opposition au Parlement, d'ailleurs Écoutez, on a déjà une frange constructive. Sur laquelle, avec laquelle on partage beaucoup de... Qui est exclu, qui n'est toujours pas exclu, qui sera peut-être exclu, on ne sait pas. Enfin, Oui, ça c'est pas effectivement notre problème à nous, mais on peut se féliciter que sur des mesures phares, on arrive à se rejoindre, y compris je pense, sur une vision moderne de la société. C'est ça qui est très important, c'est sur les enjeux sociétaux que l'on est proche
effectivement avec cette frange constructive. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu Et- ce reproche un peu de droite, puisque je crois que c'est le maire qui a dit mais je ne comprends pas pourquoi la droite proteste, puisqu'on fait tout ce qu'elle aurait fait Oui. si elle avait été au pouvoir. Donc Et sur le plan des réformes effectivement économiques, je pense que voilà, il y a un accord, mais y compris avec, je dirais, une certaine frange aussi de la nouvelle gauche qui est social-démocrate. Oui. Hein, on partage. C'est là où je vous disais, il y a quand même le barycentre et au centre, effectivement, mais a du poids, a pris du poids, a pris du corps, puisque c'est ce dont le pays a besoin. Et c'est ce qui se passe, je pense, aussi dans d'autres pays. sur la droite alors, Laquelle, Patrice les Républicains. Les Républicains, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment en reconstruction. Enfin, que je les vois plus comme alors, un champ de ruines, c'est beaucoup dire, mais l'incendie n'est pas vraiment éteint. Vous parliez de difficultés à faire le ménage dans leur Oui, rang, à ils exclure n'arrivent ou pas, pas. ouais. Enfin, donc Après l'avoir dit, enfin. après l'avoir dit avec beaucoup de force, alors que Wauquiez soit de droite, évidemment, enfin, je vous suis, Jean-Charles, on ne peut pas le nier, il est dans son rôle. Qu'il soit très à droite, alors ça gêne parfois certains élus qui sont moins à droite alors qu'ils peuvent se retrouver dans les constructifs, etc. Tout cela nous donne quand même un paysage à la fois beaucoup plus complexe, un paysage politique plus complexe, mais tellement plus intéressant que ce qu'il a été pendant des années, et tellement inattendu sous une Ve République qui avait l'air si figée dans les ors et dans le marbre de son fondateur. Mais est-ce que ça veut dire qu'à terme, on peut voir arriver un parti qui regrouperait une partie des Républicains actuels, une partie du Front National, enfin une droite décomplexée. Si il y a des tendances au Front National d'alliance, il y a des tendances chez les Républicains d'alliance avec l'extrême droite, entre guillemets, enfin, je veux dire le Front National. que des gens qui se sont égarés au Front National rejoignent, si il y a lieu un parti de droite, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas la droite ne vole pas de gens au Front National, ne récupère pas le Front National. Il y a des gens qui sont partis. On était tous à le déplorer que des gens s'égarent au Front National, comme des gens qui s'égarent à l'extrême gauche, que des gens se recentrent un petit peu et viennent à droite. Je veux dire, on va pas pleurer. Je veux dire, je comprends pas. Alors, quand le Front National est gros, tout le monde dit c'est scandaleux, c'est terrible, etc. Et puis quand on propose une droite qui va être une vraie droite, on dit ils vont siphonner le Front National. Non, mais une frontière un peu étanche qui a été définie par Chirac, etc. Mais en quoi cette frontière qui est en train de devenir plus poreuse. Mais concrètement, en quoi cette porosité est avérée? Je me demande si je ne vois pas. Je vois pas de. Il y a des appels de certains membres du Front National vers Laurent Wauquiez et un discours de Laurent Wauquiez qui pourrait aller vers le regroupement avec une partie de l'extrême droite. Pour l'instant, j'ai pas vu, donc j'attends de voir. La question que vous posez dit beaucoup de la recomposition des partis politiques, puisque c'est vrai que l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a créé un effet un peu de repoussoir dans ce qu'on appelle la droite et la gauche, le Parti socialiste et les Républicains, où le Parti socialiste est obligé en fait de rester dans cette aile très à gauche qui était celle d'origine d'ailleurs, et les Républicains vont beaucoup plus à droite qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Donc il y a vraiment cette idée repoussoire, et avec cette espèce de masse assez importante de centristes, et puis de toutes ces personnalités qui sont en périphérie et qui font effectivement que l'opposition, finalement, elle reste extrêmement maigre. Et donc ça pose la question des rapprochements entre une aile très à gauche du Parti socialiste qui peut aller vers l'extrême gauche et une aile très à droite chez les Républicains qui peut aller vers le Front National. Ça. Oui, c'est un positionnement de ce côté. Comment vous les sentez, les Républicains de l'Assemblée, enfin les députés? Ils sont à l'aise dans l'opposition ou ils sont, j'allais dire un peu par posture, il faut s'opposer, donc on le fait, quoi? Écoutez, déjà, je pense qu'il y a eu moins de renouvellement dans leur rang que chez nous, c'est certain. Donc, les personnes qui sont là sont des hommes politiques responsables et accoutumés aux faits politiques et aux postures éventuellement qu'il faut prendre. Et je pense qu'effectivement, ils sont en train de se reconstruire et qu'on pourra compter toujours sur leur talent pour nous opposer de brillants arguments.
Non, moi, je trouve que c'est, si vous voulez, ils sont peut-être dans une phase où on les entend moins, mais je suis persuadée qu'on verra revenir, une fois qu'ils auront clarifié leur ligne politique, on les verra revenir. Je pense qu'ils se laissent du temps. Mais est-ce que vous pensez, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, au fond, si Macron ne réussit pas, on aura Le Pen, ou l'extrême droite la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'autre opposition républicaine qu'une opposition d'extrême droite si jamais Emmanuel Macron échouait. On entend beaucoup dire ça. Hein. Je pense que ce n'est pas garanti, mais on a toujours eu au début de notre mandat, cette idée à l'esprit que, effectivement, on devait réussir. On a cette obligation de réussir à transformer la France et à faire en sorte que le pays vive bien, vive mieux que ce que l'on a connu sous les derniers quinquennats. Donc, c'est à l'esprit. Néanmoins, le monde change avec l'arrivée des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses encore qu'on ne maîtrise pas, vous savez, l'arrivée de nouveaux métiers, et nous on a notre feuille de route qui est tracée, mais aussi on va je pense s'accommoder de ces changements parce qu'on est justement avec une politique plus agile, et c'est ce qui fait que on a des capacités d'adaptation aux nouvelles réalités qui sont à mon sens intéressantes pour l'avenir et qui devraient nous prémunir de ce type de risque. Là-dessus, non, sur ou Macron ou le vide, ou l'extrême droite, non? Non, juste sur la question du renouvellement, parce que vous dites que les autres partis ne se renouvellent pas. Mais alors, est-ce à dire que pour l'avenir, s'agissant de votre parti politique, qu'il va devoir y avoir nécessairement un renouvellement et que, par exemple, pour les députés, pour leur prochain mandat, devront laisser la place à quelqu'un d'autre, ou alors ne seront limités que pour 2 mandats? Il y a une limite dans le temps. Oui, il y aura de toute façon dans les prochaines lois constitutionnelle, c'est une limite des mandats qui existent déjà, mais une limite un peu plus restrictive encore. Non, la question se pose à toutes les personnes qui rentrent en politique. La seule chose que l'on peut dire, c'est que nous, on avait une vie avant, une vie professionnelle avant, donc on peut retourner avoir une vie après. à l'emploi ou dans d'autres occupations plus facilement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des professionnels de la politique. Voilà. De toute façon, vous êtes les députés d'un président qui, dans 10 ans, ne sera plus président. Au pire ou au mieux. Je veux dire, donc, il va se retrouver... il est réélu. Macron, à 49 ans, il sera chômeur. Il faudra qu'il retrouve un boulot. Non, mais je veux dire, donc c'est vraiment... Trop de soucis pour lui, mais... Non, mais c'est un véritable changement dans l'appréciation qu'on a du monde politique, où là, je veux dire, il n'est pas comme les autres hommes politiques précédents, où on les voyait, et on se disait, on va les voir pendant des années, etc. Je pense qu'après, admettons qu'il soit réélu, après être président de la République pendant 10 ans, je pense que il fera à l'évidence autre chose. Donc il y a un véritable changement dans les habitudes et dans la vision qu'on a du monde politique. Et ça, c'est très bien. Mais regardez le bouleversement que ça provoque. C'est vrai que moi, je suis absolument ravi de ce renouvellement et surtout de la circulation annoncée des élus avec cette limitation des mandats dans le temps. On avait trop coutume de dire, mais laissons cela aux électeurs, ce sont les électeurs qui décident. Il faut parfois un peu les aider. Et ça, je trouve ça parfait. Et regardez la réaction d'un personnel politique, entre guillemets, je n'aime pas cette expression, d'anciens grands élus, cette espèce de réaction de fin de règne à l'arrivée, justement, des nouveaux parlementaires, les accusations, les procès en amateurisme, en n'importe quoi, etc. Ça avait un côté à la fois pathétique et parfaitement scandaleux. Je trouve que ces gens qui tenaient ce discours-là, ces anciens élus, ou alors on en trouve encore du côté notamment des Républicains, ou des socialistes un peu moins, donc qui sont encore élus, tournaient le dos vraiment à une aspiration tellement profonde des Français. Et cette accusation en amateurisme est
dans une démocratie parfaitement Mais insupportable. elle n'est pas toujours fausse. Hein. J'en veux pour preuve cette députée insoumise qui pense que c'est tout à fait... Ça n'a rien de dramatique de pas serrer la main d'une femme quand on prend son bus dans la Ça, RATP. je suis pas sûr qu'il voilà, s'agisse donc- d'amateurisme dû Non, c'est à peut-être- la oui, nouveauté. ça, c'est plus- Non, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est plus c'est de que, l'idéologie, voilà, ça. C'est plus du dogmatisme. Il n'y a pas que que de l'amateurisme. il y a pas que des génies qui ont Mais été élus. juste, on va parler justement des insoumis juste dans un instant, mais vous venez de dire il y aura une réforme constitutionnelle. On a vu avec les élections du Sénat, il n'y a pas la majorité au Congrès. Est-ce que vous pensez justement qu'il peut y avoir des majorités d'idées C'est intéressant, justement. C'est la négociation à laquelle vous appeliez dans la démocratie. Pour des réformes comme ça, justement, sur la vie politique, sur le nombre de mandats, sur peut-être l'introduction d'une part de proportionnelle. Alors certainement que sur la vie politique, ces réformes-là prennent du temps, doivent être effectivement débattues entre sénateurs, députés, et que ce sera quand même un enjeu difficile. Là, je pense que on aura beaucoup d'heures de débats parlementaires en perspective et d'aller-retour entre les deux chambres. Pardon, excusez-moi, j'ai juste un petit peu. Vous faites comme chez vous. Alors, On continue. Parlons de Mélenchon, justement, Oui. puisque il vous plaît beaucoup. Ah oui. C'est ma nouvelle idole. La cravate en témoigne. Alors, Je suis fan. Alors justement, oui, alors c'est vrai qu'on parlait de l'opposition, qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition. Il y en a un qui prend la tête de l'opposition, qui a envie en tout cas de la prendre, de paraître comme le seul opposant au pouvoir en place, c'est Jean-Luc Mélenchon. Avec un verbe très haut, avec parfois des anathèmes, avec parfois des insultes. Et puis avec des grandes idées. Hein. Enfin, Alors, moi, on ce va que- faire peut-être un petit duel. Vous êtes plutôt contre Mélenchon. Ah oui. On va demander à Jean-Baptiste de le défendre après. Alors allez-y. Non, mais Vous avez une minute. ce que je retiens de Mélenchon pour l'instant comme premier opposant déclaré au président Macron, c'est quand même première réforme, on ne portera plus de cravate à l'Assemblée. Donc on dit vraiment c'est du lourd, là c'était important, c'est un vrai projet de société. Et puis là donc c'est un peu retombé. Et le deuxième, je ne veux plus voir le drapeau européen non plus. Donc franchement Macron peut dormir tranquille. Quoi. Je veux dire, on est dans la nullité du propos, sans compter du propos les insultes politique. sur notamment sur, Alors, sur Manuel Valls. je passe les insultes scandaleuses sur Manuel Valls, qu'il a traité, mais je veux dire, ça devrait quasiment, on a deux juristes, ça devrait tomber sous le coup de la loi tellement c'est diffamatoire, c'est honteux. Il y a ça, il y a un quasi-soutien à sa députée, je vous dis, qui trouve normal qu'un chauffeur de bus ne prenne pas le volant si le bus a été conduit par une femme. Bon, en plus, cette députée s'exprime dans un français qui est quasiment approximatif. Enfin, elle confond les mots, préjudice. C'est absolument terrible. Donc, c'est tout ça, Mélenchon. Enfin, c'est une espèce d'aigreur. Il a visiblement pas accepté l'idée, parce qu'il est démocrate comme moi, je suis évêque. C'est-à-dire que, bon, lui, il se voyait. Il était quatrième à l'élection présidentielle au premier tour. Monseigneur la Joigny. Il l'avait dans la famille, mais bon. Non, mais. Il était quatrième à l'élection présidentielle au premier tour et il se conduit comme s'il avait été éventuellement second et oui. en rêvant d'avoir été premier. Mais il en est loin. Il en est loin et quand il parle, il oublie tout. Enfin, il est dans l'aigreur, dans le déni et osons le mot, dans la folie. C'est-à-dire que je crains même pour sa santé. Enfin, on se dit, mais il est curieux, quoi. Est-ce qu'il ne va pas un jour disjoncter totalement, quoi. On le sent tellement haineux, tellement. Et puis. Valls, ça a été assez loin, ça a failli. Bien sûr, je veux dire, il attaque sans arrêt. Enfin, je veux dire, c'était Fabius et machin qui parlait de Roquet, mais lui, c'est un pitbull, quoi. Enfin, je veux dire, donc moi, j'ai aucune passion pour les pitbulls, donc. Oui, je tiens quand même à préciser que la défense que je vais faire de Jean-Luc Mélenchon est sincère, mais elle ne porte pas du tout sur les idées politiques. Non, pas sur le personnage. Voilà, alors elle porte sur le personnage. Alors oui, un pitbull, mais parce que c'est aussi un homme qui est sans cesse critiqué. À chaque fois qu'il est interviewé, à chaque fois qu'on l'interroge, c'est quelqu'un qui est poussé dans ses retranchements, donc qui est en position défensive et qui est donc systématiquement peut donner aussi cette impression de personne un petit peu comme ça agressive.
Mais moi, je trouve que c'est une personnalité attachante, qui peut être haineuse, c'est vrai, mais qui peut être aussi extrêmement affectueuse. Je trouve qu'on a très peu d'hommes politiques qui sont absolument eux-mêmes dans leur manière de faire de la politique, qui sont sincères par rapport aux idées auxquelles elles croient. Et j'apprécie beaucoup vraiment cette personnalité, alors que j'ai plutôt en horreur les hommes politiques qui sont dans une posture, qui essayent de rentrer dans des habits, qui essayent de se donner l'impression d'être quelqu'un. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon est lui-même, alors avec son lot évidemment de diatribes, son lot d'excès, etc. Mais je le trouve extrêmement attachant. On pourrait par exemple faire la comparaison avec le président de la République, qui a bien compris justement que pour exercer sa fonction, il fallait qu'il soit cet homme providentiel qui est tant rêvé par les Français, qu'il puisse rentrer dans cet habit constitutionnel qui a été taillé par le général de Gaulle. Et je crois justement, lui, donc il a bien compris qu'il fallait qu'il ait cette posture d'homme au-dessus de la mêlée. Au-dessus, oui. Mais je crois justement qu'il est dans la posture. Je trouve qu'il... Plus que Mélenchon. Plus que Mélenchon. bon. Alors après, on peut discuter sur est-ce qu'il incarne vraiment, est-ce que c'est un homme d'État, etc. On peut en discuter, mais... C'est pour ça que voilà, c'est plus voilà. plus Je trouve plus qu'il est dans la posture, oui, effectivement, Moi, Emmanuel Macron. Je crois que Mélenchon, il fait partie du personnel politique, bien évidemment, mais en fait, il est plutôt sur l'étagère des jouets politiques. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a eu Marchais, maintenant, il y a Mélenchon, il y avait Jean-Marie Le Pen aussi. C'est des gens qui sont qui déclarent des idées qui sont tout à fait nauséabondes, mais qui sont tellement amusants. C'est tellement chouette de les voir parler, de les voir s'exciter. Ça fait du buzz. On en est content. Ben oui, ils ont du talent, ils s'expriment bien, ils sont pour les cultivés. médias. Exactement. Oui, c'est merveilleux, mais le drame, c'est que derrière cette faconde, enfin, je veux dire, Mélenchon, je veux dire, il professe à longueur de journée son amour pour Chavez. Il dit des trucs absolument énormes et monstrueux. Mais on dit, ah oui, mais c'est drôle, il est honnête, etc. Mais il y a des moments il a même où dit que le drapeau européen, c'était un symbole religieux, ce qui est absolument faux. Voilà, alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grosses erreurs de fait, enfin, dans les... Oui, non, mais sur le fond, ça vraiment... Comment, à l'Assemblée, comment ça se passe Vous sentez qu'il y a cette... Parce qu'il y a autre chose, enfin, au-delà de ça, alors je ne sais pas si une démocratie doit être apaisée ou pas, mais il y a une certaine violence quand même, et un appel à une certaine violence qui peut être gênant, enfin, moi, en tout cas, moi, ça me gêne, ce qui me gêne un petit peu. Est-ce que vous le sentez, ça, dans les... Les débats à l'hémicycle sont assez théâtralisés. Oui. Et je pense que ça s'est toujours fait. Et même si nous sommes arrivés avec une autre culture, celle de la bienveillance, il est parfois difficile de ne pas rebondir sur une parole qui est vraiment excessive. Et c'est ce que cherche effectivement la France insoumise. Finalement, Mélenchon, il est fidèle à lui-même, comme vous l'avez dit, mais enfin, c'est surtout à son image. Il y a un politique aguerri qui sait très bien user de tous les arts de la rhétorique et qui est intéressant aussi, dont l'histoire, le parcours est intéressant. Et ça ne nous empêche pas de discuter en aparté. Voilà, il n'y a pas non plus de barrière. Non, il n'y a pas de guerre froide. Il y a des débats idéologiques, même parfois pas de débat, parce que quand ils assènent des contre-vérités, je veux dire, ça n'appelle pas forcément au débat. Mais sinon, on peut se retrouver à d'autres moments en commission à écouter. On s'écoute, bien sûr. Et j'imagine volontiers qu'en classe business dans l'avion, ça doit être un compagnon de voyage très agréable. Ça ne vous plaît pas, ça, vous, non. Mais je trouve ça un peu contradictoire quand même. Non, ça fait longtemps il doit porter un bleu de travail. Non, pas du tout. Non, qui voyage tout seul en business, je trouve ça très bien. Qui voyage lui en business et que ses valets soient en classe éco, je trouve ça limite. Il a près de 70 ans. Il a un âge raisonnable pour voyager en business. Non, mais il avait expliqué que chacun payait sa place. Oui, parce que c'est vrai qu'il est très riche en plus. Mais c'est vrai, il a un patrimoine tout à fait conséquent. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Non, mais enfin, je veux dire, de la part de ce donneur de leçons. Voilà, on s'en prend pas à l'homme et à ces histoires-là. C'est plutôt sur les idées. Et c'est vrai que je pense que les gens de la France insoumise sont des personnes tout à fait comme les autres, mais qui parfois interviennent dans le débat public avec des idées qui elles, sont absolument pas pertinentes et qui sont, je pense, parfois même un peu risibles. Ce qui est très amusant, il faut le prendre un peu par les sentiments. C'est-à-dire que
on se souvient du débat qu'il a eu avec le Premier ministre Édouard Philippe, alors il était tout doucereux, parce qu'il était en face de quelqu'un qui le prenait un peu au Mais sérieux. c'est bien la preuve que c'est une belle personne, puisque ça veut dire que lorsqu'il a un adversaire politique qui est capable de lui montrer qu'il n'a absolument pas d'inimitié contre lui, qui est capable justement d'être absolument cordial dans la manière de lancer la discussion. Ou est-ce qu'il ne vivait pas du petit lait en étant un peu celui qui apparaissait comme l'opposant, le premier opposant aussi, il y avait un petit peu ça. Non, je pense que vraiment c'est systématiquement, à partir du moment où il y a un respect de sa personne, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui reste dans une discussion qui est sincère et qui est parfaitement sereine. Et puis il faut dommage qu'il ne respecte pas lui les autres, c'est ça. Mais bon, parce que il va très très loin et avec beaucoup d'excès à partir du moment effectivement où on va commencer à le chatouiller un petit peu sur des idées pour lesquelles effectivement il a le sentiment qu'on va toucher à la misère sociale et pour lesquelles à ce moment-là il explose. Mais il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que c'est un homme politique et c'est très rare qui a quand même cet attachement à vouloir faire preuve de pédagogie, qui s'adresse au peuple, qui essaie d'expliquer un certain nombre de sujets complexes et qui n'essaie pas uniquement de prendre plaisir à répondre à des questions sur un plateau de télévision pour donner le sentiment d'être quelqu'un d'intelligent. C'est vraiment quelqu'un qui essaye d'expliquer, qui essaye d'enseigner d'un certain point de vue. Je suis moi-même enseignant, donc évidemment la pédagogie est quelque chose d'important. Et c'est une qualité qu'on retrouve chez peu d'autres hommes politiques, je trouve. Très bien. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, parce qu'il y avait aussi la Catalogne, mais enfin, on n'aura pas le temps d'en parler, qui est un vaste débat, sur ces mouvements indépendantistes qui se multiplient en Europe, et ça pose un certain nombre de problèmes. Là, vous en êtes au budget. Et pas seulement, donc mesures aussi, je vous dis, qui vont dans ce grand plan de réforme sociale et structurelle. L'apprentissage, le chômage, l'apprentissage, la formation tout au long de la vie, comment se préparer à des futurs emplois qui ne sont pas encore définis, travailler sur cette agilité au maximum pour que nos jeunes puissent s'insérer dans une vie professionnelle la plus harmonieuse possible. Donc toujours sur cet équilibre qui fait qu'on a ce budget responsable et cette transformation en profondeur que l'on engage dès cette année, donc dès 2018, par exemple avec des investissements très rapidement en début d'année et des investissements dans l'économie, dans l'innovation également pour faire progresser le pays sur le chemin économique. Merci infiniment Nathalie Apodiref. Vous revenez quand vous voulez. Jean-Baptiste Duclerc, merci beaucoup. Stéphane Monson, Jean-Charles Lejoigny, merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau numéro de PAF. Merci. Merci. Non.